Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, c'est avec la voix un petit peu cassée que je viens de parler de cette nouvelle lune en balance du 21 octobre prochain. Une nouvelle lune en balance qui vient clôturer officiellement la saison des éclipses qui avait commencé à la fin du mois d'août, le 23 août plus précisément. Une nouvelle lune en balance qui a un contexte quand même tout particulier, qui vient beaucoup discuter des espaces émotionnels, des espaces surtout relationnels et de tout ce que nous pouvons être en train de chercher en termes de justice, en termes d'équité, en termes de beauté aussi relationnelle. Des questions de fond qui finalement viennent toutes se tourner autour de l'art du lien. Comment je rentre en lien, comment je rentre en contact, comment je rentre dans la dynamique relationnelle avec l'autre. Qu'est-ce qui me fait me connecter à telle ou telle personne et comment je nourris cette connexion ou comment je suis nourrie par cette connexion. Donc c'est un grand sujet, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais le sujet est quand même assez vaste. D'autant plus vaste que cette nouvelle lune en balance arrive dans un contexte particulier, alors sans aller noyer mon propos dans des contraintes techniques, juste je te les mentionne, on a quelques heures avant la perfection, le perfectionnement de cette nouvelle lune en balance, nous avons une conjonction entre Mars et Mercure dans le signe du Scorpion. Donc je vais revenir sur ces effets, mais c'est un point qui est quand même assez marquant. Vénus, quant à elle, est dans le signe de la balance, donc cette recherche d'harmonie aussi. Et puis surtout, il y a quelques jours de ça, nous avons connu la reprise en marche directe de Pluton dans le signe du Verseau. Un Pluton qui est particulièrement fort. Et il se trouve que entre la nouvelle lune et Pluton, il y a un contact pas simple en fait. C'est un contact en carré qui se fait entre ces deux points, qui promet en fait une forme de dynamique avec un Pluton qui rentre dans le jeu. Donc on a quand même ici une énergie de fond qui va être sur la recherche de l'harmonie, de la beauté, du lien qui soit juste, beau et équilibré à travers la nouvelle lune de la balance. Et dans le même temps, les échos de Mercure et Mars en conjonction en Scorpion et la mise en marche directe de Pluton qui du coup fait un aspect particulier avec cette lunaison sont en train aussi de nous pousser vers l'expression d'une authenticité qui avec Mars, dans le signe du Scorpion, est quand même là sans faire de cadeau à la base. Donc on a presque des énergies contradictoires qui nous est demandé ici en fait d'associer, de composer, mais sans basculer en fait dans des travers qu'on a pu déjà connaître. La question sous-jacente du nouveau cycle qui s'ouvre à l'orée de cette nouvelle lune en balance, c'est du coup comment j'intègre en fait l'espace relationnel, comment je rentre dans le lien, quel est mon art personnel et singulier pour rentrer en lien avec l'autre, quelle est presque ma carte de visite quand je me présente à l'autre, comment j'arrive en fait, comment je me présente et qu'est-ce que j'attends en fait de la relation à l'autre, même si j'attends quelque chose. Et est-ce que c'est juste de ne rien attendre si je n'attends rien? Quelle est ma posture fondamentale dans mon espace relationnel? Alors évidemment, animé par la recherche de justice, par la recherche d'équité, Mars et Mercure en Scorpion vont venir un peu mettre la lumière là où justement ça fait mal. Mercure, comme ça, dans cette énergie du Scorpion, ça donne un petit peu une image comme le Loch Ness. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu un truc qui est surgi du fond des eaux, on l'a capturé en photo, mais depuis, on ne sait plus si c'est un mythe ou une réalité. On a cette image-là qu'il y a quelque chose dans les profondeurs qui est sorti un jour sous nos yeux. On en a gravé l'image, mais finalement, au fil du temps, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était pas ça? Tu remarqueras qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent ressembler aussi à l'éclairage de dynamiques manipulatoires, à de dynamiques de recherche comme ça dans ces profondeurs scorpionesques, de tourner aussi les relations parfois à nos avantages. Parce que nous sommes tous plus ou moins concernés par ça, même si certains, nous en conviendrons tous, sont plus orientés comme ça que d'autres. Dans nos relations, la question posée par la nouvelle, dans nos relations, parmi toutes nos relations, quelles sont celles qui nous nourrissent
et quelles sont celles qui nous drainent énergétiquement. Ça nous est tous arrivé de croiser quelqu'un ou d'avoir une personne au téléphone et à la fin de l'échange, on n'a vraiment plus de jus, quoi. On est vidé. On est vidé, on n'arrive plus à penser correctement. Éventuellement, ça peut même aller jusqu'à un léger mal de tête où on se demande un petit peu ce qui s'est passé. Si on regarde, en fait, attentivement, si on avance en conscience et qu'on fait un petit flashback sur le contenu de l'échange que nous venons d'avoir, on va se rendre compte qu'on a été appelé à beaucoup nourrir l'autre, l'encourager, le soutenir, le plaindre parfois, lui trouver des solutions. Est-ce qu'il en fera quelque chose d'ailleurs? C'est une question sous-jacente. Mais souvent, les relations qui nous vident sont des relations qui sont exigeantes de nous à des endroits où nous ne disposons pas nécessairement des ressources ou des moments où nous ne disposons pas nécessairement des ressources non plus. On a beaucoup parlé, j'arrête avec cette formule. J'ai beaucoup parlé, ça aussi, ça fait partie des modifications. J'ai beaucoup parlé sur les derniers apéros papotes et puis même lors du séjour à Rocamadour, on a parlé des dynamiques de dumping émotionnel qui consistent finalement à aller déverser des espaces émotionnels en nous ou des questions profondes qui nous animent auprès d'une personne ou parfois d'un groupe de personnes et tout en prenant finalement émotionnellement un peu en otage les autres parce que notre dynamique émotionnelle n'est pas mature en fait, elle n'est pas aboutie et on procède avec notre surplus émotionnel pas très agréable à gérer comme finalement on irait jeter nos poubelles dans un container, quoi. On prend le dossier, on ne s'occupe pas de ce que ça peut générer chez les autres. Donc c'est assez non éthique quand même, mais bon, parfois, voilà, on peut passer dans ces moments-là. Et puis on pose l'expérience, la question, la situation, comme ça, sur la table commune. Et on attend de l'autre qu'il soit en capacité de recevoir ce que moi, je ne sais pas gérer sur mon espace émotionnel. Ça, c'est une vraie question sur la dynamique des relations en ce moment. Où est-ce que je suis respectueuse des aspects de la vie de l'autre, des questions profondes que l'autre aussi peut se poser? Où est-ce que je suis éthiquement intègre aussi dans ce que je vais mettre sur le seau du partage? Et Mars et Mercure en Scorpion nous invitent à prendre la parole, à passer à l'action par la communication. Alors, dans les formes les moins élaborées, effectivement, ça peut prendre l'allure du dumping. Et puis dans les formes les plus élaborées, ça va être une parole construite avec un axe, je vais mettre plein de guillemets en fait, stratégique de passage à la communication. Une stratégie pour obtenir en fait le résultat attendu sur le plan relationnel. Alors, si c'est fait avec la volonté de dominer l'autre, évidemment, c'est une stratégie manipulatoire qui se met en place. Si c'est fait avec la volonté de faire évoluer la relation et de pouvoir être présent selon nos propres valeurs auprès de l'autre, ça se fait pour que notre propos puisse être entendu et reçu, ce qui peut aussi ressembler à des accès de manipulation, mais l'intention n'est pas du tout la même derrière, en fait. Et c'est ça aussi qui va faire toute la différence. Pendant cette lunaison, moi j'ai envie de remettre en lumière, remettre en lumière, ce qu'on appelle les filtres platoniciens. Les filtres de Platon. Comment Platon définit l'équilibre en fait dans un dialogue et dans une communication. Platon nous enseigne que quand on s'apprête à échanger, à dialoguer avec quelqu'un, la première des questions à se poser, c'est est-ce que je suis sur le point de dire est vrai ? Vrai dans le sens de fiable. Est-ce que je le ressens dans mon authenticité? Est-ce que ce que je m'apprête à dire là, c'est quelque chose qui est vraiment en cohérence avec ce que je pense et avec ce que je vibre et avec ce que je suis? Est-ce que mon authenticité est OK dans l'information, dans le partage que je veux proposer à l'autre? Ça, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, est-ce que c'est bon? Est-ce que mon intention de partage, elle est bonne? Est-ce qu'elle est correctement posée? Est-ce qu'elle est vécue, ressentie dans une dynamique qui soit au service non seulement de l'autre à qui je m'apprête à faire cet échange, mais aussi à mon service à moi? Est-ce que c'est une noble intention qui m'anime dans cette envie de partage? Ou est-ce qu'au contraire,
Eh bien, par la petite phrase que je vais dire ou par le propos que je vais tenir, une part de moi est en train de vouloir déposséder l'autre d'une forme de son pouvoir personnel. La troisième passoire, comme c'est écrit dans les textes anciens, le troisième filtre platonicien, c'est est-ce que ce que je dis est utile? En sous-jacent, la question c'est, dans ce que je m'apprête à partager ici, est-ce que ça va être quelque chose qui contribue à l'évolution de l'autre, de moi, de la relation? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est complètement, je vais le dire comme ça, hors sol, superficiel, sans intérêt, et finalement quelque chose qui va me prendre de l'énergie, parce que le temps que je vais donner pour entendre ça, ou le temps que je vais mettre pour dire ça, est d'ores et déjà du temps perdu. Ces trois filtres-là sont comme des piliers éthiques, en tout cas à mon sens, qu'il convient de regarder avec une certaine attention lors de ces temps de lunaison. Et puis de toute façon, c'est toujours quelque chose qui est bon à avoir en mémoire, en pensée, quand on s'apprête à échanger avec quelqu'un. Où je vais, quoi. Où je vais dans cet échange-là. Quel est mon objectif, en fait? Est-ce que je suis OK avec ce que je m'apprête à dire ou est-ce que je suis OK avec ce que je reçois de l'autre? Et puis, sur cette formule-là d'échange, mais ne pas hésiter à dire qu'on ne comprend pas où l'autre veut en venir, en fait. Je ne vois pas où tu veux en venir. Et savoir observer, savoir écouter et dire, mais je ne comprends pas, en fait, ton propos. Tu m'as dit ça l'autre jour, je ne vois pas où tu veux en venir, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Et ça, c'est l'alchimie saine entre Mars et Mercure en Scorpion qui va demander à l'autre d'approfondir. Et puis si on reçoit, nous, la même question, allons-y, allons dans l'approfondissement. N'ayons pas peur, en fait. Il y a un courage ici, chez Mars, à aller dans nos profondeurs, dans nos propres profondeurs en Scorpion, dans nos eaux troubles, pour pouvoir aussi mettre un peu en lumière, un peu en clarté, en fait, ce qui se passe en sous-jacent. Et il y a fort à parier que nous apprenions beaucoup sur nous. De toute façon, dans l'esprit des relations, quelles qu'elles soient, il est beaucoup question de projection intérieure que vient porter aussi l'autre. Donc l'autre, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il me montre de moi? Et c'est assez impardonnable parfois, ces observations-là. Mais c'est pas ici pour qu'on se flagelle ou pour qu'on soit en train de se poser 1000 questions qui ne vont pas nous permettre d'avancer. Ah, je sens que j'ai un chat qui arrive là. Ah ben c'est Shadow. Eh ben voilà, forcément, on est dans le Scorpion, donc c'est Shadow qui arrive ici. Ben viens mon pépère. Donc ça va pas être forcément, même si on a cette recherche de justice, de douceur, avec les archétypes de la balance et Vénus en balance et cette nouvelle lune en balance, il peut y avoir des angles un peu aigus dans nos contours relationnels à ce moment-là. Pluton qui est reparti en... Ben viens. Pluton qui est reparti en marche directe dans le Verseau il y a quelques temps. Là, on dit que c'est un Pluton hors limite. Bon, bah, ça dit ce que ça veut dire. Je ne vais même pas rentrer dans le détail, mais donc hors cadre. Au sein de l'énergie du Verseau, donc au sein de cette énergie de programmation du collectif, qui est du coup en carré, en communication plutôt tendue avec la nouvelle lune. Donc il a aussi cette possibilité de nous montrer sous certains aspects finalement les choses qui sont aussi promises à une destruction, parce qu'il y a une obsolescence ici. Où sont du coup nos obsolescences relationnelles? Qu'est-ce qui a encore du sens à nourrir ici? Où est respecté l'équilibre de contribution-rétribution? Où est-ce qu'il y a cette alchimie qui est juste? Et où est-ce au contraire que j'ai ce sentiment d'être drainé dans mes espaces relationnels? Moi, je pense que ça t'est déjà arrivé, ça nous est assurément arrivé à tous de nous rendre compte à un moment ou à un autre que les gens nous côtoient sur une poursuite ou une recherche d'intérêt, ou au contraire de nous rendre compte vis-à-vis de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à arrêter de nourrir telle ou telle relation parce qu'à un moment donné, on a été honoré aussi par cette relation, et puis dans le temps, ben voilà, cette relation n'est plus du tout honorante, mais comme par une loyauté du souvenir, parfois même souvenir plus de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, qu'une loyauté propre avec l'individu qui est en face de nous. J'arrive pas à tourner la page parce que on a vécu des moments exceptionnels, parce que on s'est retrouvé en train de vivre une aventure particulière à un moment précis de nos vies. Et tu sais, parfois
C'est marrant, hein, je vais faire un lien avec ça, mais quand on traverse des temps de deuil ou des temps de fragilité ou de vulnérabilité, on a des gens qui peuvent comme ça arriver à nos côtés. Alors, je ne leur prête pas de mauvaises intentions pour autant, mais quand ça va mieux, de temps en temps, on ne peut plus être en contact avec ces gens-là. Et on peut culpabiliser de ne plus réussir à être en contact avec ces gens-là. Mais moi, je t'invite à te poser quand même une question. Est-ce que dans la relation dans la relation, dans ce type-là de relation, qui interviennent comme des soutiens précieux en matière de deuil, est-ce que l'autre n'est pas dépendant aussi de notre degré de souffrance pour exister? Parce que finalement, quand on va mieux, est-ce qu'on a autant besoin des paroles, des propos, de l'énergie de l'autre? C'est une question intéressante, je trouve. Parfois, certaines personnes restent en lien, en contact avec quelqu'un de leur entourage parce que tu comprends, il a été tellement présent ou elle a été tellement attentive quand j'ai passé des moments difficiles que je ne veux pas m'en détacher. Mais tu regardes 10 ans, 15 ans après de cet espace relationnel-là, finalement, cette aide qui a été proposée comme un cadeau pendant tout un moment s'avère s'être transformée dans le temps comme des espaces de domination. C'est-à-dire, ah, t'étais tellement mal. Et revenir tout le temps à boucler sur ces événements du passé qui ont vraiment des aspects douloureux, comme pour dire à n'importe quel moment ça revient, à n'importe quel moment aussi tu auras encore besoin de moi. Attention peut-être à ça. Attention à regarder finalement à ce que nos loyautés ne soient pas en train de nous stigmatiser dans des espaces où nous avons pu être plus vulnérables que d'autres, voire même plus fragiles de temps en temps. Ça peut nous empêcher d'évoluer aussi, ces relations qui, bien intentionnées au départ, finalement nous mettent dans des sas d'assistanat. Et puis ça nous pose aussi une autre question, si c'est nous qui sommes dans cette posture-là. Jusqu'où, en fait, ma posture de sauveur ou de sauveuse est une posture de laquelle je suis dépendante. Et du coup, question sous-jacente encore, pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là de me rendre utile ? Pourquoi, finalement ? Est-ce que j'ai beaucoup entendu « oui, Shadow », est-ce que j'ai beaucoup entendu cette idée de rendre service, de ne pas faire de vagues, de rester à ma place, de ne pas être trop exigeante? Qu'est-ce qu'on attendait de moi aussi quand j'étais enfant, au sein de ma famille, auprès de mes frères et sœurs, auprès de mes parents? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est qui est venu donner une dynamique à mon espace relationnel? Quel est le courant vibratoire premier qui est venu me dire que ah ouais, non, mais là, tu auras bien de la chance si quelqu'un s'intéresse à toi, parce que parfois c'est ça dont il est question. Ou qui est venu me dire que je ne méritais pas telle ou telle relation ou tel contact avec telle ou telle personne. Qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie qui est venue parfois s'implanter dans mes modalités de fonctionnement et de raisonnement, qui me faisait dire que je positionnais un tel ou un tel sur des postures en fait hiérarchiquement supérieures à la mienne? Non. Et ça, c'est tout l'enseignement de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau est en train de décaniller toute la dynamique. Enfin, pardon, je vais reprendre parce que c'est pas tout à fait exact. C'est Pluton en Capricorne est venu décaniller toute la dynamique de la hiérarchie, de la domination par une posture plus haute, que ce soit une posture légale ou une posture intellectuelle, une posture dogmatique, religieuse, etc. C'est un petit peu de ça dont il est question. Et Pluton en Verseau est en train de nous montrer à quel point finalement le collectif en tant que tel a besoin de chaque singularité. Donc excellent moment pour se poser la question justement de la domination relationnelle. À quel endroit je me suis suradaptée au point de faire taire ou mes enthousiasmes, mes joies, mes dégoûts, mes aversions, au nom de la relation, sur l'autel de la relation. Jusqu'où je me suis parfois perdue moi-même dans des espaces relationnels parce que j'ai bien voulu croire ce que l'on m'a dit. Mercure en Scorpion, il est extrêmement lucide. Mais lucide mode cash quand même. Donc il va vite nous montrer aussi à quel endroit finalement ce qu'on a pu recevoir c'était bullshit, c'était inauthentique et ce n'était tourné que dans l'intérêt de l'autre. Bon, dans les histoires de couple, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent aussi arriver en sous-jacent. Alors je pense évidemment à des choses plutôt non évolutives, mais sur les postures hommes-femmes,
où quand même pendant très longtemps, et encore un petit peu aujourd'hui, mais heureusement ça tend à disparaître, mais une femme seule était perçue comme dangereuse. Et donc il y avait toute une gratitude et toute une soumission à observer auprès de l'homme, parce que justement, il sauvait, par sa présence, l'homme sauvait la femme d'une posture sociale discutable. Alors une femme seule avec des enfants, je t'explique même pas, hein, une femme seule enceinte en des temps qui n'étaient pas les temps avec la tolérance qu'on a pour ce genre de situation aujourd'hui, encore pire, quoi. Mais quel est le pouvoir en fait qu'on a pu remettre aux partenaires amoureux, au masculin comme au féminin? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place aussi pour parfois aller se soumettre dans des espaces relationnels au nom de oui, il a plus de pouvoir que moi. Bon, les droits hommes-femmes tendent quand même à aller se faire de façon de plus en plus égalitaire, même s'il y a quand même des endroits où il y a encore vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Néanmoins, on peut penser que la marche va quand même dans le bon sens. Il n'est pas question de dresser l'homme comme un ennemi, absolument pas, mais juste de récupérer chacun sa juste place, en fait. J'aime pas trop les dynamiques féministes, offensives, qui justement vont jouer sur les mêmes cartes d'agressivité, de revendications parfois brutales et armées. C'est les mêmes cartes en fait que les hommes, et ça c'est les attributs des hommes. De la même manière, je ne suis pas fan du tout quand les hommes s'attribuent justement les singularités des femmes et vont parfois aller sur des sur des zones qui sont je vais pas trop trouver mes mots, mais j'observe dans le milieu de la spiritualité, et je n'ai vraiment pas du tout envie de faire de cas particuliers, parce qu'il y a vraiment des présentations et des postures qui sont super intéressantes. Mais il y a quand même un phénomène, je trouve, qui revient assez souvent dans les dynamiques des hommes qui s'emparent en fait des sujets spirituels, qui flirtent avec ce que la sociologie américaine a mis en avant quand on parle des golden pennies. C'est-à-dire ces étudiants qui, dans les sociétés américaines, embrassaient des spécialités universitaires qui étaient beaucoup plus adoptées par les femmes, et qui, du fait de leur rareté dans le milieu, finalement se retrouvaient avec une vie sentimentale. Mais en fait, c'est pas vraiment du sentiment dont il est question, mais plus d'intimité, une vie intime hyper riche, hyper dense, parce que justement, ils étaient trois bonhommes pour 210 minettes, et que forcément, dans cet univers-là, on les voyait. Parfois, je trouve que chez certains hommes, dans le milieu de la spiritualité, il y a ça, et ici, il s'agit d'aller utiliser justement parfois les attributs naturels en fait des femmes pour être dans cette évolution de la spiritualité, dans ce vécu de la spiritualité, aux dépens des femmes elles-mêmes. C'est pareil. Quand les femmes s'attribuent des critères combatifs et guerriers à la mode des hommes, quand on singe en fait les mauvais côtés des hommes, comme quand les hommes singent les mauvais côtés des femmes, je trouve que tout ceci est tout à fait délétère pour l'humanité et pour l'espace relationnel tel qu'on aimerait le voir vécu, en fait, tel que nos idéaux peuvent l'appeler aussi. Bon, je ferme cette parenthèse qui m'apportera peut-être des foudres, mais ici, mon Mercure en Scorpion est aussi en train de parler de sa propre authenticité. Et c'est une pensée qui m'anime, sur laquelle je ne suis pas arrêtée, mais ça fait partie des observations que je mène et qui m'interrogent aussi, et sur lesquelles j'essaie moi-même d'aiguiser mon regard. Quand on parle, je refais un petit peu en arrière, je sors de ma digression, quand on parle de la manière d'entrer en lien sous cette nouvelle lune en balance, quand on parle de ce qu'on met sur les plateaux justement de la balance en termes d'équilibre, rétribution, contribution, dans nos dynamiques relationnelles. Ici, pour aller enrichir mon écriture introspective, je peux vraiment me poser la question de quelles sont ces relations qui me drainent
pourquoi elle me draine et comment est-ce que je peux faire pour limiter ce drainage-là. Comment est-ce que je peux faire pour maintenir la relation, si elle est toujours essentielle pour moi, tout en n'étant pas dans cette posture de devoir nourrir à mes propres dépens une dynamique qui n'est pas évolutive pour moi. Autre question, où est-ce que je suis en capacité de dire des oui sincères, complets et authentiques, et où est-ce que je vais être amenée à poser des non, pleins de grâce et de douceur, pour sortir du côté un peu acerbe du Mercure en Mars, pour pouvoir proposer une forme de rondeur à mon propos qui ne soit pas orientée vers un esprit de destruction, mais plutôt vers un esprit d'évolution. Où est-ce que ces attributs, qui peuvent être vraiment à double tranchant dans l'énergie de la nouvelle lune, où est-ce que je vais m'en servir d'une manière éthique, posée, réfléchie et mature? C'est vraiment... C'est vraiment une lunaison qui, à mon sens, est quand même capitale et qui redéfinit des règles du jeu faites pour beaucoup de personnes parmi nous, qui va nous permettre aussi d'être plus en conscience de notre pouvoir personnel, plus en conscience des zones où nous sommes parfois trop en attente de l'autre, ou des zones où l'autre est trop en attente de nous et qui finissent par nous inhiber véritablement à un moment ou à un autre dans nos parcours de vie. Bon, je crois que je suis déjà assez longue comme ça. Ouais, 26 minutes. Mais enfin, en même temps, comme j'ai recommencé le podcast 3 fois parce que j'ai fait des erreurs d'enregistrement à répétition, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, c'est pas une impression, c'est qu'il y a 26 minutes d'enregistré, mais ça fait pas loin d'une heure que je parle. Donc, je vais m'arrêter là, ici. Je mettrai, mais un peu plus tard dans la semaine, par écrit, des questions introspectives qui peuvent être intéressantes pour chacun d'entre nous, pour y voir plus clair, justement aussi, pour s'attacher peut-être à ces filtres platoniciens que je trouve de très très grand intérêt pour le coup, parce que c'est, je trouve, des piliers en fait assez fondateurs quand on est en recherche d'une certaine éthique relationnelle, qui viennent nous proposer... Pardon, parce que j'ai coupé... vite fait, j'ai fait une petite pause dans l'enregistrement parce qu'il y a 2 avions qui sont passés vraiment à très basse altitude, dans un fracas incroyable, qui m'ont du coup fait un peu perdre le fil de mon idée, mais qui m'ont fait émerger autre chose parce que on sort de la saison des éclipses, donc saison karmique liée aux éclipses, mais la saison du Scorpion dans laquelle on va rentrer le lendemain de la nouvelle lune est aussi une saison karmique par excellence, mais pour d'autres raisons. Et je reviendrai certainement sur ce point-là dans les semaines qui viennent. Mais juste, dans ce qui peut nous aider nous-mêmes à nous comprendre, tu vois, sur ce coup des avions qui passent très bas dans un fracas assourdissant, je sais ce que c'est. Je n'ai pas de peur rationnelle et pragmatique par rapport à ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que pas très loin, il y a une grande base aérienne et que forcément, il y a des exercices, des avions qui passent régulièrement au-dessus de ma tête. Néanmoins, une part de moi réagit comme ma grand-mère, qui habitait sur les côtes normandes, a réagi lors du débarquement en 1944. C'est exactement la même chose. Et je sais que quand je suis traversée par ces émotionnels-là, ce sont des émotionnels qui ne m'appartiennent pas et qui lui appartiennent à elle, mais qui sont engrammés en moi comme des critères de survie. Et donc très régulièrement, quand les avions passent comme ça très bas et dans ce fracas assourdissant, eh bien j'adopte la posture que devaient certainement adopter mes anciens à ce moment-là, bien accroupis, les mains sur la tête, et c'est vraiment plus fort que moi. Bon, après, la connaissance de ce lien en fait transgénérationnel sur ce réflexe que j'ai me permet de me récupérer sur le plan émotionnel vraiment beaucoup plus vite, et puis de remettre les choses en perspective, une perspective évolutive, et puis pas en faire une affaire d'État. J'aurais aucun mal à m'endormir ce soir. Enfin bref, ça va pas résonner pendant des heures non plus, quoi. Mais sur le coup même, j'ai cette dynamique réflexe qui revient et qui n'est pas à moi en fait. C'est pas un réflexe qui m'incombe, hein. C'est un réflexe, à mon sens, qui a été transmis. Donc j'en profite pour te dire qu'il reste une petite place pour les constellations familiales assistées par l'astrologie que j'organise les 30 et 31 octobre. Le stage du 1er de novembre est complet, mais sur le 30 et 31 octobre, il y a eu une annulation et du coup, il y a une place qui est disponible.
Bon, bah, je ne sais plus où j'en étais, par contre, sur la lunaison. Donc, je vais m'arrêter ici. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je t'embrasse bien fort.